Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus. Le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massengo-Thiassé. Bienvenue à toutes et à tous. Au moment où nous constatons que la France se retrouve une fois de plus sans gouvernement suite à la démission de Sébastien Lecornu, il est important de souligner la vitalité de la démocratie française qui permet tout de même une alternance politique. Ce n'est pas le cas de certains États qui ont à la tête des dictateurs qui ne favorisent pas une alternance politique, préférant s'accrocher au pouvoir en violant les libertés et les droits fondamentaux. En fait, l'alternance politique se produit lorsque les partis appartenant à des courants politiques différents se succèdent au pouvoir, alors que les dictateurs africains s'évertuent à s'accrocher au pouvoir et sans laisser la possibilité aux adversaires d'autres partis politiques justement d'accéder au pouvoir. Ainsi donc, en pratique, l'alternance consiste généralement en un renversement de la majorité politique lors des élections présidentielles ou législatives. L'instabilité gouvernementale peut effectivement affaiblir la démocratie en créant de l'incertitude, en minant la confiance des citoyens et parfois en favorisant les dérives autoritaires. Les acteurs politiques doivent prendre donc leurs responsabilités pour ainsi changer la vie des gens et non être au pouvoir pour simplement paraître et se servir. Et l'autre information aussi de ces 24 heures, nous venons d'apprendre également l'humiliation de Sassou Nguesso qui a forcé la candidature à la tête de l'UNESCO de notre compatriote Firmin Edouard Matoko, qui n'avait pas la chance d'ailleurs de se faire élire. Il n'a obtenu que 2 voix, alors que l'ancien ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités a été élu directeur général de l'UNESCO avec 55 voix, devenant ainsi le premier arabe à la tête de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en abrégé l'UNESCO. Avant sa nomination, il était professeur d'égyptologie à l'université d'El Elawan. Scandale, hier dans la soirée de vendredi à samedi au Nouveau Club, le fils du président Félix Tshisekedi, Anthony Tshisekedi, se permit d'ordonner à sa garde présidentielle GR de tirer et tuer à bout, portant une personne en pleine boîte de nuit tout en prenant en otage tous les autres personnes qui sont venues passer leur soirée paisiblement. Cet assassinat d'une victime se justifie par le fait d'un conflit entre Anthony Tshisekedi et lui car ils étaient en dispute. La République est-ce dans la rue? C'est quoi ça, mon Dieu? Non, enfin, pas que je sache. Hein. En tout cas, je sais simplement qu'un garde de la boîte a été touché. Ah, il coule à moi aussi, mon cher. Ah, il coule à moi aussi, mais ça, c'est bête. Par exemple, il y a une fille, Rachel, voilà. Oh, la fille là qui sortait avec le joueur Bolingé, là. C'est Bolingé, c'est Bolingé. Ouais, certainement, Badjomo, qui va m'bouiller. Pas non m'bouiller. Les touilles, les autres gars se sont fâchés. Des ordres de 8 mois, là. Missi Bagan. Sortez les armes, allez, Massassi. Qui ose venir avec l'arme? Même si c'est le fils du président, on s'en tape, nous. Nous, on vient là pour s'amuser, wesh. Mais c'est qui a tiré? Anthony qui a tiré. Hey, tu cherches quoi la peur? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, mon père, c'est un général, hein. Je vais publier ça. Les affaires sont à l'intérieur, putain de merde.
Putain de merde, depuis quand il y a les armes, Anthony, oh, qui était le fils du président, mais c'est pas pour autant que tu dois tirer sur des gens. Ouais, salut. Samedi na Braza, likamba ko kamwa o tozali ko mona ba boule et salinette ba boule ya cacao. Ezali ilolenge kasi ba mutu ya bato. Oh ba kati ba tumbi na moto. En plein air ndebo komona te likola la vari kuna tuka ba mutu ya bato na ba mutu ya bato. Akati etikali ba crâne ba tumbi na moto. Donc ndeko boko mona bwe eza ba mutu ba plein ngama koso. Ndeko to mona be banini. Donc biluma boye belania ko sa to lobela likambo to zoye baté bon vu que mboka ya mabebe to yebi nani ndenge likambo se produire te botala bakasi na bino moko ah tozana quartier ngama koso. Après donc cette introduction, je m'explique aujourd'hui pour vous parler comment Sassou Nguesso est un récidiviste qui a été dénoncé et interpellé par des organisations non gouvernementales de sa prise de pouvoir par l'assassinat de Marien Ngouabi à la tenue de la conférence nationale. Loin de vous parler dans les détails des différents rapports annuels d'Amnesty International qui consacrent quelques pages sur les cas des détentions, de la torture, des actes cruels et inhumains infligés aux prisonniers d'opinion et politiques dans le monde, nous allons nous consacrer au Congo. Nous savons très bien que tous les pays sont concernés. Mais nous voulons signaler brièvement, pour l'histoire sociale et politique du Congo, des cas qui ont fait l'objet des actions urgentes pour obtenir la libération des prisonniers politiques et d'opinion au Congo. Les arrestations arbitraires et abusives. Il s'agit par exemple de Pascal Issouba, Bernard Kolela, Yombi Opango, Tister Chikaya, Claude Ernest Ndala, Digray, Philippe Bikinkita, Alexis Gabou, Martial Ikunga de Paul, Lekas Atondi Momonjo, Gaston Isambo, Bonaventure Ngobo, Bernard Makiza, Colonel Nzalakanda, Albert Mianzukuta, Daniel Bernpandou, Félix Dembatelo, Florent Kioulou, Abbé Joseph Diga, Georges Mafuta Kitoko. Amnesty donc avait également demandé que les personnes déclarées coupables par la Cour révolutionnaire de justice soient autorisées à leur encontre devant une juridiction supérieure. Elle avait donc demandé, par exemple, la commutation de la peine de mort prononcée contre Claude Ernest Ndala-Graille en 1987. J'ai donc, dans le cadre d'Amnesty International, mené des campagnes internationales pour obtenir sa libération. C'est d'ailleurs dans l'appartement de Maître Mbéry Martin, à Noisiel, en France, en sa compagnie, que j'ai pu joindre mon ami l'acteur et comédien Yves Montand. Celui-ci a bien pesé auprès des ONG et des dirigeants français afin d'obtenir la libération des personnes injustement mises en cause par Sassou Nguesso dans l'affaire des bombes au cinéma Star en 1983. Après donc la lecture de ce rapport de 1991, je voudrais vous parler des publications d'Amnesty International et de vous parler également le rôle des défenseurs des droits de l'homme, parce que beaucoup l'ignorent. Des millions d'hommes et de femmes luttent souvent au prix de leur liberté ou de leur vie, afin que s'ouvre une ère nouvelle pour les droits de l'homme. Pourquoi j'ai fait cette évocation? Parce que c'est effectivement le mois d'octobre où j'ai été visité 2 fois au Congo en 2015. C'est toujours intéressant de revenir sur ces faits parce que souvent les gens ignorent, oublient. Donc ça fait exactement 10 ans. Donc pour marquer ces 10 ans, les images sont dans les réseaux sociaux, notamment dans la chaîne YouTube de vidéos FRTDH. C'est très important de connaître les choses parce que c'est vrai que nous nous battons
pour notre liberté, notre dignité. Cependant, n'oubliez pas aussi qu'il y a des acteurs. Par exemple, aujourd'hui, je venais d'avoir Joe Washington Ibina, à qui je souhaite joyeux anniversaire. Il a commencé par être dans l'humanitaire avant d'être un militant actif, justement, de la défense des droits de l'homme. Il a beaucoup de mérite, j'ai beaucoup d'admiration pour Joe Ibina. Cependant, donc, je voulais aussi apporter le message à tous ceux qui n'ont pas encore mouillé le maillot sur ces questions des droits de l'homme. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Voici donc une partie de ma documentation. Et comme elle est un peu partout fractionnée au Congo, aux États-Unis, en Suisse, un peu à Paris, donc tout ne peut pas être ensemble. Là, je vous présente donc une partie des rapports d'Amnesty International depuis la mise en forme justement des rapports annuels. Donc nous avons là le rapport 79, 1980, et 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, et il manque 86-87 qui doit se trouver quelque part. Donc 88, 89, 89, 90, 91 et les rapports 92, 93, 94, 93. Les trois rapports, je me souviens, ça se trouve quelque part. Bon, là nous avons le rapport 94. Voilà, ainsi donc, pour la documentation, il n'y a pas de souci à se faire. Et dans ces rapports, nous pouvons trouver effectivement l'évolution de tout ce que ça soit fait au pays, au Congo. Vous avez donc ce qu'on dit sur le rapport 79. Nous avons une page et demie où on relate tout ce qui s'est fait, la situation politique et surtout, notamment, les violations des droits de l'homme par le CNP. Le voilà. Le rapport de 1980, où, comme vous pouvez le constater, on parle bien du procès des assassinats, notamment de l'assassinat du président Marie Ngouabi. Donc ça c'est le rapport de 85. Nous voyons, vous voyez bien qu'on parle de Claude Ernest Ndala, qui était arrêté, emprisonné. Et nous notons également que Amnesty International avait pris en charge l'affaire de Jacob Bansimba, qui avait été arrêté et emprisonné à Brazzaville. Donc, au cours du même procès, parce qu'en fait, il était en exil quand il est rentré en 81. Il a été emprisonné donc à Brazzaville. Mais malheureusement, lorsqu'on a libéré tous les détenus, certains détenus en 1979, lui, il n'a pas été. On avait libéré les prisonniers en août 79, tout juste après la prise de pouvoir de Sassou. Bon, ce sont des exemples donc, que je donne. Vous savez, avec ces compilations que j'ai, bon, je peux également faire un petit ouvrage des violations des droits de l'homme de 79 jusqu'à nos jours par Sassou. Et ça, c'est intéressant à comprendre parce que c'est suivi. Comme je dis toujours, tout est documenté. Nous ne racontons rien qui soit en dehors de ce qui est prouvable, ce qu'on peut prouver, ce qu'on peut vérifier. Donc c'est à partir un peu des documents comme ça. Bon, comme je vous avais dit, j'ai participé justement à l'élaboration de certains rapports
d'Amnesty International, puisque j'étais l'un des membres actifs de cette organisation internationale, non gouvernementale bien sûr. Donc je tiens là, en fait c'est le dernier rapport. J'ai participé à la rédaction de ce dernier rapport me concernant en tant que défenseur des droits de l'homme et membre d'Amnesty International, que j'ai quitté pour privilégier justement les activités de notre organisation, le Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme, CIARAC, qui a un statut consultatif à l'ONU. Mais en tout cas, Amnesty International, c'est une très grande organisation, comme je l'ai dit, fait des rapports depuis un certain nombre d'années, mais c'est plutôt lorsque j'ai adhéré en mai 1976, il y avait les bulletins qu'on publiait, les bulletins, notamment par continent, et j'avais fait observer justement à la direction qu'il fallait faire des compilations sous forme de catalogue. Et donc à partir de 1979, il y a eu ces catalogues. Je crois que l'une des émissions que j'ai pu faire, je vous ai montré le catalogue de 1979, justement le premier, qui a permis de faire état de l'enquête sur ce qui s'est passé en Centrafrique. Le rapport de 91, pourquoi j'en parle? Parce que c'est le rapport de la pré-conférence nationale. Donc, quand je dis la pré-conférence nationale, parce que ce rapport est sorti en décembre 1991. L'Amnesty International a l'habitude donc d'exposer le cas des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion, qui sont jugés inéquitablement. Ils parlent de la torture, des disparitions, des assassinats politiques, des condamnations à mort et des exécutions judiciaires, donc extrajudiciaires aussi. Et aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, dans ce mois d'octobre 2025, effraie le monde entier, le monde des défenseurs des droits de l'homme, sauf les gens égarés qui sont des fanatiques qui cautionnent justement ces méthodes, cette procédure brutale de la police, peut-être pas politique, mais en tout cas de la milice, parce que c'est une milice. Quand vous avez des gens cagoulés qui viennent opérer dans les quartiers pour faire des rafles, des jeunes, qui ont même cessé leur activité de bébé noir ou de Koulouna. C'est malheureux justement de revenir sur cette question. C'est pour cela que je voudrais affirmer qu'il y a longtemps que Sassou Nguesso a commencé avec ces méthodes. Nous l'avons dénoncé. Aujourd'hui, je voudrais lire la partie concernant justement le Congo, en ce qui concerne ce qui s'est passé l'année de la conférence nationale. Vous voyez là, je vous montre sur ce rapport de 91, donc la page du Congo, que je vous montre. Alors cette page du Congo, il est question d'ailleurs, parce qu'à l'époque, avant la conférence nationale justement, il y a eu libération des prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion. Parmi ces prisonniers, en fait, il y avait à l'époque 4 qui restaient sous le coup de la condamnation à mort. Mais d'ailleurs, aucune condamnation à la peine capitale n'avait été exécutée ni signalée cette année de 91 de la conférence. Je vous lis donc un passage de ce rapport qui est très intéressant. Au mois de juillet, le président Denis Sassou Nguesso a annoncé des réformes politiques. Au mois de juillet, bien sûr, 1990, le
président Denis Sassou Nguesso avait annoncé des réformes politiques dont la fin du système du parti unique et de l'hégémonie du Parti congolais du travail, le PCT, incontesté depuis 1969. Au mois de juillet, le comité central du PCT a décidé d'autoriser d'autres partis à briguer le pouvoir en 1991. Après l'adoption d'une nouvelle constitution instaurant le multipartisme démocratique, il a recommandé la promulgation d'une nouvelle constitution, d'une nouvelle loi renforçant donc les droits fondamentaux à la liberté d'expression, d'association, de réunion et de la presse, droits garantis par la Constitution de 1985, mais constamment bafoués dans la pratique, comme tout le monde le sait. Au mois de novembre, le chef d'état-major général de l'armée populaire nationale, qui était donc le général Jean-Marie Michel Mokoko, a annoncé à partir de janvier 1991 l'armée qui domine le pouvoir politique depuis 1969 devrait devenir apolitique et que les soldats restitueraient leur carte de membre du Parti congolais du travail et les médailles décernées par le parti. Alors ces réformes ont été annoncées après la montée des pressions exercées sur le gouvernement réclamant a annoncé à partir de janvier 1991 l'armée qui domine le pouvoir politique depuis 1969 devrait devenir apolitique et que les soldats restitueraient leur carte de membre du Parti congolais du travail et les médailles décernées par le parti. Alors ces réformes ont été annoncées après la montée des pressions exercées sur le gouvernement réclamant une plus grande liberté politique et un meilleur niveau de vie. La contestation s'est manifestée par des grèves ouvrières ainsi que des pétitions et des manifestations lancées par des différents groupes sociopolitiques. Au moins 5 personnes civiles et membres des forces armées ont été arrêtés en juillet et accusés de complicité dans un complot visant à renverser le gouvernement. Parmi eux figurait justement Célestin Kwa, ancien journaliste de radio et gérant d'une imprimerie. Un ancien dirigeant syndicaliste qui avait appartenu au comité central du PCT, et le lieutenant-colonel Michel Gangou. Un ministre du gouvernement a déclaré que les documents saisis au domicile de Célestin Kwa révélaient que ces hommes préparaient un coup d'État depuis 1987, qu'ils avaient projeté en janvier 1990 d'instaurer une nouvelle forme de gouvernement et qu'ils avaient conspiré en mai 1990 pour inciter l'armée à se soulever contre le gouvernement. Il semble pourtant, malgré ces affirmations, que ces personnes ont été arrêtées uniquement en raison de leur opposition au système du parti unique et de leur soutien au projet d'une conférence nationale sur les réformes politiques. Ils étaient considérés comme des prisonniers politiques d'opinion. Ils ont été détenus sans inculpation au commissariat central de la capitale, Brazzaville, jusqu'à leur libération en août 1990. Alors, le président Sassou Nguesso avait annoncé donc le 14 août 1990 la libération de tous les prisonniers politiques. Au moins 50 prisonniers ont bénéficié de l'amnistie. 26 d'entre eux étaient les membres de l'ethnie Kouyou, arrêtés en 1987 et 1988 dans le cadre d'un complot présumé contre le gouvernement. Et ce groupe de 26 personnes, comprenant les prisonniers d'opinion, comme le père Joseph Ndinga, prêtre catholique, étaient tous détenus sans inculpation ni jugement dans les prisons civiles et militaires de Brazzaville. Il y a Claude
Ernest Ndala, Tigray, condamné à mort en 1986 après un procès inéquitable devant la Cour révolutionnaire de justice, avait également été libéré, ainsi que d'autres personnes condamnées en même temps que lui. Sa condamnation à mort avait été commuée en 1988, donc 4 personnes condamnées pour meurtre en 1989 restaient sous le coup d'une condamnation à mort. Au cours de l'année 1990, Amnesty n'a eu connaissance d'aucune condamnation à mort prononcée par les tribunaux ni d'aucune exécution. Il s'agit également de l'année 91 où s'est tenue la conférence nationale souveraine du 25 février au 10 juin 1991. Tout ça, je fais allusion à ça pour l'histoire, parce que de nombreux étudiants ou de nombreux jeunes gens qui ont pratiquement entre 20 et 40 ans me posent beaucoup de questions, m'écrivent. Il est donc normal parfois de revenir sur ces faits pour les aider à mieux comprendre leur histoire et afin qu'ils puissent se l'approprier. Donc, il y a eu aussi un rapport important qui avait été publié, détention illégale des prisonniers politiques et procès inéquitables, dans lequel donc Amnesty International décrit les violations des droits fondamentaux des personnes détenues depuis 1987 et 1988. Et là, déjà, en 87-88, j'avais déjà soutenu ma thèse et j'étais déjà au centre de formation professionnelle d'avocat de la Cour d'appel de Paris. En tout cas, nous avions donc au niveau également de l'Association des juristes africains, où j'ai fait partie, où j'ai été élu président de la commission chargée des études et de recherche en matière des droits de l'homme. Nous avons fait ce travail, une campagne, pour obtenir la libération de beaucoup de prisonniers politiques à travers le monde, dont également le Congo-Brazzaville. Avant que plutôt l'amnistie ne soit prononcée, Amnesty International avait réclamé la libération des prisonniers d'opinion et un procès équitable dans les meilleurs délais pour tous les prisonniers politiques au Congo. Elle s'est après félicitée de la libération au mois d'août de tous les prisonniers politiques et appelé finalement à la commutation de toutes les condamnations à mort qui étaient dites pendant le procès de ce qu'on appelait du cinéma star. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos de la défense des droits de l'homme. C'est normal. Il est toujours important et nécessaire que nos jeunes comprennent ce qui se passe et le fondement de cette structure de défense des droits de l'homme. C'est important. C'est important. Aujourd'hui, Amnesty International est toujours présente en tant qu'organisation, mais comme il y a plusieurs organisations aujourd'hui, elle se fait de moins en moins entendre. Mais il faut noter que Amnesty International, c'est une organisation qui adopte des prisonniers politiques, c'est-à-dire qui fait des actions urgentes et fait des campagnes pour obtenir la libération justement de ces prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion. C'est le cas aujourd'hui de ceux qui sont détenus comme le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui a permis à ce que la conférence nationale se tienne tranquillement et qui a mis justement la force publique, notamment l'armée, dans les casiers. Amnesty International, donc, comme je l'ai dit, a des réseaux d'action dans les différentes parties du monde. Il y a l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Océanie. Il y a les différentes sections. Il y en a plusieurs. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que Amnesty lance des appels. Et ces appels
qui sont, que nous appelons, qu'on appelle donc les actions urgentes. Lorsque quelqu'un est détenu, il faut mener des actions urgentes pour obtenir justement sa libération. Parce que plus il met du temps dans le centre de détention, plus on a des risques de le voir torturé ou bien qu'il puisse subir des actes cruels, dégradants et également inhumains. Après donc la lecture de ce rapport de 1991, je précise ceci. Nul n'ignore que notre pays, plus précisément le peuple congolais, a subi un préjudice du fait de la torture, des détentions arbitraires, des exécutions sommaires et des assassinats politiques. Ces différents rapports donnent les détails des raisons qui avaient amené Amnesty International à conclure que les procès organisés par le pouvoir de Sassou Nguesso étaient inéquitables et que la Direction générale de la sécurité d'État, la DGCE, qui gardait abusivement les suspects au secret sans les présenter devant un juge. Les différents rapports d'Amnesty International font état des communications déclarant que les accusés avaient été torturés. Ces rapports donc recommandaient des mesures spécifiques pour la prévention des violations des droits de l'homme et la garantie de la mise en application des protections légales existantes contre la détention arbitraire et la torture. Sassou Nguesso a été mis en cause à la conférence nationale souveraine. Cependant, il est revenu aux affaires en manipulant et trompant nombreux d'entre nous. Comment, en tant que démocrate, pouvais-je continuellement, à l'époque, m'opposer à la majorité de ceux qui pensaient que Sassou s'était assagi et pouvait changer? Son ami Kérékou, par exemple, avait bien réussi sa mutation. Sassou Nguesso, lui reste le diable, le démon, le fantôme qui hante les nuits des Congolais. La désinformation, le mensonge, la manipulation des médias, l'appui de certains milieux nationaux et internationaux aux manœuvres de Sassou Nguesso en exil nous ont poussés à le soutenir pour reprendre la main et asseoir la démocratie. On s'est fait avoir en le soutenant, persuadé qu'il avait changé. C'est donc le cas de certaines personnalités comme Maître Jean-Martin Bemba, le professeur François Lumwamou, Feu, Madame Cécile Matingou, Michel Mampouya, Feu Paul Kaya, Madame Niali Mambou, Ernest Ndalagraï, Mathias Nzon, le général Paul Mbot et bien d'autres qui ont cru au redressement de la démocratie et donc à l'application des acquis de la conférence nationale souveraine. Alors, ceux-là que j'ai cités qui sont en vie, ils ne disent rien aujourd'hui, ils sont muets. Donc je n'étais pas le seul manipulé et trompé par le rusé renard Sassou Nguesso. Moi, pour ma part, j'ai fait mon mea culpa. Maître Jean-Martin Bemba, le très politique membre du gouvernement de la réconciliation et de la reconstruction nationale, après la guerre du 5 juin 1997, a eu le courage, par contre, de faire verrouiller la Constitution de janvier 2002, ce qui lui a valu d'ailleurs, entre autres, des ennuis avec Sassou. Donc, les dérapages du régime de Pascal Lissouba, dont fut le Marc Mapingou, directeur de campagne, a beaucoup dérapé. C'est ainsi que nous avons condamné justement le crime organisé après les bombardements des quartiers de Bakongo, Makelekele, le 3 novembre 1993. C'est le régime donc de Lissouba et ses partisans qui sont devenus régionalistes et criminels, qui sont responsables de la mauvaise gouvernance et des violations des droits de l'homme dans le pays, qui ont favorisé le retour de l'esprit démoniaque de Sassou Nguesso. Pascal Lissouba et Bernard Kolela sont donc
à l'origine des premiers affrontements fratricides entre les ressortissants du pôle et ceux des pays du Niari. C'est une guerre civile qui a fait de nombreuses victimes. Lissouba donc a inauguré ainsi les bombardements des quartiers populaires en 1993-94. Ces massacres ethniques ont inspiré Sassou Nguesso, qui redoutait sa marginalisation en tant qu'infime entité nationale d'Oyo, qui ne pouvait pas revenir aux affaires par les urnes. Comme la majorité, j'ai donc accepté les appels de Sassou pour dénoncer Lissouba et le soutenir dans le combat en vue du respect de l'état de droit. Sassou Nguesso est devenu donc défenseur de la Constitution et de la démocratie. Il est appuyé par une majorité qui ont cru en lui, et c'est donc mon cas, bien sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai fait mon mea culpa pour avoir été dupé et rusé par le renard Sassou. Est-ce ma faute d'ailleurs? Est-ce ma faute s'il a repris son costume de renard et de carnassier qu'on a connu avant la cérémonie de lavement des mains à la conférence nationale? Si Pascal Lissouba était un danger pour la démocratie, par contre, Sassou Nguesso est l'ennemi véritable du peuple, le fossoyeur de la démocratie et le plus grand criminel connu en Afrique. Il a eu des complices, des hommes corrompus, des apprentis démocrates dans une soi-disant opposition politique pour lui permettre de violer chaque fois la Constitution et lui faciliter les actes d'agression au nom de la doctrine de division nationale et de la primauté du clan d'Oyo. C'est pour ça que nous parlons de l'apartheid. Sassou, qui aurait pu être écarté définitivement de la scène politique, avait été repêché par Pascal Lissouba et Bernard Kolela, qui ont successivement fait alliance avec celui qui a été mis en cause dans les crimes de sang et les détournements des fonds publics à la conférence nationale souveraine. Pascal Lissouba, Sassou Nguesso et Kolela, c'est donc le trio des malheurs du Congo. Ils ont réussi l'exploit de détruire l'édifice parlementaire et exécutif sur lequel devait s'édifier la démocratie née de la conférence nationale souveraine de 1991. En tout cas, la prochaine émission, nous allons revenir sur la responsabilité de Sassou Nguesso dans les violations massives des droits de l'homme, notamment les mauvais traitements inhumains, cruels et dégradants au Congo, ainsi que la mauvaise gouvernance économique, la gestion des ressources naturelles, la violation de la souveraineté nationale et territoriale, les pillages et les détournements de fonds, la politique d'apartheid et l'aggravation de l'extrême pauvreté qui constitue une violation grave des droits de l'homme. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une seule émission ne suffira pas. Cependant, nous allons donc poursuivre cette série pour bien voir comment Sassou Nguesso excelle dans les violations de la Constitution et du droit international des droits de l'homme. En tout cas, les organisations de défense des droits de l'homme continuent de signaler les violations des droits de l'homme au Congo. C'est l'exemple d'Amnesty International, comme je l'ai démontré, qui continue de documenter des cas de torture, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, tandis que la société civile congolaise rapporte également une hausse des arrestations arbitraires et des exécutions sommaires, notamment dans le cadre d'éradication du phénomène des Koulouna et des bébés noirs que nous avons constaté depuis quelques jours. Merci donc de nous avoir suivis. À la prochaine. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au
solide. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droit de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droit de l'homme. À côté, ya, à Kobeta, Midoule et Banamboka. FM, radio de moi, allô, radio de toi, allô, radio de nous. Forum FM, radio de moi, allô, radio de toi, allô, radio de nous. La voix radiophonique de la fille de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique. La voix radiophonique de la fille de son père. Écoutez ça. Son père, écoutez ça. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8 vous fait voyager. Maintenant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8.